Bonjour, boss. Bonjour, élément. Au rapport. On a un souci avec un investisseur au pays. Il risque d'être au courant du plan. Ils ne doivent absolument pas savoir ce que le chien a vu à Zeng. On a un agent infiltré, Boulette Matongé, nom de code Bangos 241. C'est l'une des meilleures. Elle nous produit un rapport quotidien sur les activités de la ferme. Très bien. Je veux savoir minute par minute ce qu'ils savent. Bien sûr, boss. Pour le moment, ils ne font que des faces caméra. Ils ne produisent pas encore de double dans les vidéos. Ça va être un jeu d'enfant. Alors que ça le reste. Oui, boss. Alors bonjour, bonsoir à la famille, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Merci de me rejoindre sur African After Work. Vous savez que sur Internet, il n'y a pas de temps. Sur Internet, vous pouvez regarder le passé et observer des futurs possibles. Notion très intéressante, mais on ne va pas tergiverser très longtemps sur le temps ici et je vais essayer d'arriver assez rapidement au sujet de la vidéo. Déjà d'entrée de jeu, je tiens simplement à rappeler que sur cette chaîne, je m'adresse tout particulièrement, ou j'essaye du moins de m'adresser aux salariés africains, aux employés africains, aux professionnels africains, aux artisans africains, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences spécialisées et qui les mettent au service d'une entreprise, d'une administration, etc. etc. Qu'ils soient d'ailleurs sur le continent, expatriés ou faisant partie de ce qu'on appelle la diaspora africaine, parce que moi je fais la différence entre expatriés et diaspora. Aussi, je vais simplement rappeler d'abord eu égard au titre de la vidéo que je suis de ceux qui pense que l'entrepreneuriat a été effectivement une des voies par excellence qui va mener le continent sur un certain nombre de sujets à sortir la tête de l'eau, qui va nous permettre effectivement aux Africains, au continent africain de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est une idée, c'est un sujet sur lequel ou qui mérite d'apporter un certain équilibre. Il faut pouvoir contrebalancer ça et rappeler 2-3 grandes lignes essentielles très importantes qui, sinon, ma foi, feront que cet effort-là risque d'être peut-être inefficient sur le long terme. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme en chimie. Vous avez ce qu'on appelle un principe, une solution dans une fiole, etc., un mélange chimique. Mais une fois que vous voulez pouvoir initier la réaction chimique, une réaction chimique attendue, il va falloir apporter ce qu'on appelle un catalyseur. Il n'y a que comme ça qu'ensuite le mélange va se mettre en mouvement, en action et puis générer la réaction que vous voulez. Là, je pense que c'est la même chose. L'entrepreneuriat à lui seul n'est pas une solution. Il faut qu'il soit couplé avec autre chose, des choses assez essentielles et c'est sur ce plan-là que je vais essayer du moins de susciter la discussion, le débat sur cette chaîne qui démarre juste. YouTube est une aventure à elle seule, hein. Il va falloir faire monter la qualité des contenus, driver le sujet de façon à ce qu'ils prennent de l'ampleur, mais on va s'atteler à la tâche, on va essayer de bosser, on va travailler là-dessus en espérant qu'effectivement cela porte. Alors le premier élément qui permet justement de dire que le salariat est une composante essentielle de la démarche entrepreneuriale est le fait que le salariat est le seul moyen à date connu pour permettre du transfert de compétences, du transfert de savoir-faire et même du transfert technologique. Il faut savoir qu'un employé, un salarié est avant tout un artisan, un professionnel, un maître dans son domaine, quelqu'un qui a une expertise, une spécialisation, un savoir-faire et qui a de la valeur. Et c'est cette valeur combinée d'un ensemble de personnes qui font en réalité des entreprises à succès. Il faut savoir que derrière la plupart des grosses entreprises modernes qu'on met souvent en lumière, dont on starifie souvent les CEO, les patrons, hein, il se cache souvent des figures éminentes en interne qui leur ont permis de faire la différence. Google aura par exemple un Massimo Marchiori, si je ne me trompe pas, qui est le mathématicien qui a mis au point l'algorithme inédit à l'époque qui a permis à Google d'être Google, l'algorithme de recherche de Google. Vous irez chez Apple, pour ceux qui connaissent l'histoire de ces compagnies, de ces boîtes, chez Apple, au moment où la boîte commençait à flancher, à tomber, il y a eu Sir Johnny Ive. Johnny Ive qui est un Anglais, qui est en fait le designer à succès, à talent d'Apple, qui a permis clairement à
l'entreprise de retrouver une certaine image de marque, de retrouver ses lettres de noblesse, de retrouver un vent nouveau et ainsi de rebondir à une époque. Pourtant, on vous trace Steve Jobs. Il faut savoir que chez Apple, Steve Jobs ne prenait aucune décision sans l'aval de Johnny Ive, qui était simplement designer de la boîte, designer des produits. Ensuite, un autre exemple assez basique, c'est celui de Microsoft. Aujourd'hui, à la tête de Microsoft, alors la plupart des gens connaissent Bill Gates, mais à la tête de Microsoft aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui s'appelle Satya Nadella, qui a été employé de la boîte de 1992 à 2014. Employé de Microsoft avant de devenir justement CEO de la boîte. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, ces boîtes-là, ces entreprises ne sont rien sans des salariés, sans des talents, sans des personnes qui sont spécialisées dans un savoir-faire. L'entrepreneuriat en soi met simplement en lumière un certain nombre de soft skills, des qualités managériales, des qualités, on va dire d'innovation, des trucs un peu de niche. Si vous voyez ce que je veux dire, ça parle plutôt, on va dire, à l'individu. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, je pense. Alors, je vais peut-être être en désaccord avec des personnes ici qui disent que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut faire du hustling, tout le monde peut faire des business, des petits business, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce que entrepreneur, ça demande une certaine acuité, une certaine... c'est clairement quelque chose de spécifique. Il y a une raison pour laquelle tout le monde ne l'est pas. C'est bien parce que tout le monde ne peut pas simplement l'être. Donc voilà, derrière ces boîtes-là, il se cache des salariés, il se cache souvent des gens qui font la différence, qui sont la différence en interne, qui permettent à ces entreprises-là de se démarquer. Il faut savoir que si vous allez dans la Silicon Valley, par exemple, c'est un champ de guerre permanent entre ces entreprises-là pour se débaucher les talents les uns des autres. Pour ceux qui regardent encore ce genre d'actualité-là, qui s'intéressent à ces trucs-là, ça se passe tout le temps. Quand Apple a voulu mettre au point son propre projet de voiture électrique, la compagnie a débauché un des lead ingénieurs de Tesla à l'époque, et ça a même créé des soucis en justice parce que Tesla craignait que l'ingénieur s'en aille avec des secrets de fabrication, etc., et des projets de la boîte. Donc voilà, c'est une guerre permanente. Les savoir-faire, les compétences sont cruciales pour faire de l'entrepreneuriat une solution viable pour l'Afrique. Ça, c'est la première raison. Donc l'entrepreneuriat à lui seul ne suffit pas si derrière il n'y a pas le catalyseur qu'est le salariat, que sont les employés, que sont les professionnels africains, qu'il va falloir pouvoir attirer sur le continent pour pouvoir voir des résultats concrets à ce niveau-là. Deuxième argument, c'est simplement que, si vous voulez, le salariat permet aussi de créer et de promouvoir une culture professionnelle. Vous savez, il y a un savoir-faire, il y a une façon de travailler à l'américaine. Il y a une façon de travailler, par exemple, à la française. Il y a une façon de travailler à l'allemande. Il y a une façon de travailler à la chinoise. Petite parenthèse, je me suis entretenu avec une ingénieure télécom dans un pays africain récemment, il y a quelques jours. Elle m'expliquait que travaillant dans les télécoms, effectivement, et travaillant pour une entreprise chinoise, elle est elle-même de nationalité africaine, elle est éthiopienne. Elle travaille pour une entreprise chinoise implantée en Éthiopie qui a pour client la compagnie nationale de télécom. Elle m'expliquait que travailler avec du matériel chinois en Afrique, par exemple, pose des problématiques du genre le matériel chinois n'est compatible qu'avec d'autres matériaux ou du matériel fabriqué en Chine. Vous ne pouvez pas prendre certains matériels chinois et les coupler avec du matériel existant fabriqué en Finlande, en France ou en Amérique. Et ça suppose que ces employés-là soient formés simplement à l'outillage et au process chinois pour pouvoir opérer. Ça répond d'ailleurs à la question que beaucoup de gens se posent de pourquoi beaucoup d'entreprises chinoises exportent leurs employés, leur main-d'œuvre et n'emploient pas des personnes locales, des locaux finalement dans les pays où ils vont. Ça, c'est une des grosses raisons que beaucoup de gens ne savent pas. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises chinoises interviennent en Afrique sur des plans techniques, dans des domaines purement techniques. C'est pas de l'agriculture, c'est pas de l'élevage, non, c'est vraiment des sujets comme cela. Et que de facto, la façon de travailler à la chinoise, l'outillage chinois fait qu'ils ne trouvent pas sur place des personnes rompues à cela. Ça prend un certain temps pour pouvoir former des personnes locales à cet outillage-là. Et c'est une politique, c'est vu comme ça, c'est fait exprès. C'est clairement la concurrence Est-Ouest, Chine, Amérique, etc. Les Chinois ont pensé leur développement, ont pensé leur prise, on va dire la prise de dessus technologique dans tous les angles. Il ne s'agit pas simplement d'imiter les Américains ou d'être les premiers technologiquement, etc. Parce que
la suite logique, c'est que d'autres feront ce ils font aux autres, c'est-à-dire copieront des produits chinois, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils copieront des produits chinois et concurrenceront la Chine. Donc, leur système a été pensé de façon à ce que ça aille de pair avec leur soft power. Vous voyez à quel point il faut vraiment aller dans le détail de ces questions-là et ne pas les prendre à la légère, ce qui est difficile à faire en ligne. Enfin, troisième et dernier argument très important, c'est que l'entrepreneuriat est un peu survendu. Je m'explique. Il faut comprendre, il faut regarder à l'histoire un peu relativement récente finalement de ces notions-là. L'entrepreneur, la vision qu'on a de l'entrepreneur aujourd'hui, notamment à cause des startups et de tout ce qui est venture capital, est réellement né dans les années 90, au cours de ce qu'on appelait la bulle Internet. C'est-à-dire que c'est l'époque où Internet démarrait, c'était on va dire un peu le Far West technologique. C'est celui qui arrivait le premier avec la meilleure idée qui pouvait se hisser au top, etc. Et c'est à cette période-là, effectivement, que l'entrepreneur tel qu'on le conçoit, on le perçoit aujourd'hui, est né. Il y a un arrière-goût de soft power, de marketing, de rêve américain. On est clairement là dans le soft power américain, dans cette vision de l'entrepreneur. C'est pour ça que je dis que c'est survendu. Il faut bien se rendre compte qu'avant l'entrepreneur tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il y a toujours eu des hommes ou des groupes d'initiatives. Avant, ils faisaient partie de noblesse parce que c'est eux qui avaient accès à l'éducation ou peut-être d'institutions religieuses. L'église catholique à une époque, etc., avait beaucoup d'inventeurs, des gens qui créaient, prenaient des initiatives dans la société pour régler un certain nombre de solutions telles qu'on peut le faire aujourd'hui. L'entrepreneur n'a pas été une constante dans l'histoire humaine. Aussi, autre parenthèse à ce sujet-là, c'est que si on prend le cas de la Chine, qui est souvent cité comme modèle, effectivement, il faut savoir que la figure de l'entrepreneur chinois est quelque chose de relativement tardif dans le processus chinois. Ce qui a réellement fait le décollage de la Chine, c'est d'abord le Parti communiste chinois, la diaspora chinoise, premièrement. Et aussi l'espèce d'unicité culturelle qui nous manque un peu en Afrique. C'est ça qui a réellement fait on va dire, l'avènement de la Chine. C'est pas l'entrepreneuriat en tant que tel. Les entrepreneurs chinois sont arrivés tard dans le process. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, par exemple, les entrepreneurs à succès, les gros entrepreneurs chinois n'ont pas le pouvoir qu'ont les entrepreneurs dans le monde occidental. En Chine, vous êtes un entrepreneur, vous dites 2-3 mots de travers sur le parti au pouvoir, le parti communiste, peut-être qu'on ne vous voit plus. Il y a je crois 1 an, 2 ans, il y a eu une histoire similaire avec un entrepreneur, un grand chef chinois, de l'équivalent chinois d'Amazon, je crois que c'est Alibaba, Jack Ma, c'est ça, qui a disparu quelques mois et tout le monde avait bien compris que c'est après une sortie de sa part qu'il n'a pas plu aux autorités. Pour dire simplement que voilà, l'entrepreneuriat, par exemple, dans ce modèle chinois-là, n'a pas été le fer de lance de l'avènement chinois. C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est un ensemble de mécanismes, c'est la volonté politique du Parti communiste chinois, couplée avec la diaspora chinoise éduquée, instruite, qui ont créé le contexte justement pour faire éclore, on va dire, des initiatives, des entrepreneurs, etc., etc. Et à ça s'adjoint l'occidentalisation, donc l'espèce de starification un peu des CEO qui vont à la télé se présenter, je suis le CEO de cette grosse compagnie, etc., etc., etc. Donc voilà là 3 arguments, 3 points qui permettent de contrebalancer un peu, d'attirer un peu l'attention sur le fait que l'entrepreneuriat, oui, d'accord, la discussion là-dessus n'a même pas lieu d'être. C'est un fer de lance pour permettre à l'Afrique de résoudre pas mal de problèmes, mais clairement, le salariat ou le professionnalisme doit être mis en avant ou promu également, ou je dirais ne pas être mis de côté. Il faut pouvoir effectivement promouvoir la formation en Afrique, promouvoir le professionnalisme. Il faut plus de professionnels africains avec plus de 5-10 ans d'expérience. Ça fait une grosse différence. Je veux dire, des jeunes qui viennent prendre des formations, ils vont à l'école, à l'université ou dans des grandes écoles pendant 5 ans et sortent de là, rentrent directement sur le continent sans expérience professionnelle en tant que telle, ou ce qu'ils trouvent sur le continent n'est pas de nature à pouvoir aiguiser leurs compétences suffisamment. On se retrouve avec des gens qui finalement n'ont que la politique comme voie de sortie, l'entrepreneuriat ou la débrouillardise, effectivement, mais encore une fois, ça, sans avoir une classe de gens qualifiés, compétents, aguerris, risque de mettre en péril tous les bénéfices que l'on peut attendre de l'entrepreneuriat. D'autant plus que les entrepreneurs eux-mêmes africains risquent de tomber dans le piège qu'on voit en Occident où ils seront obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs pour pouvoir faire aboutir des projets. Parce que c'est un peu ça le but. Quand vous entreprenez, vous avez une entreprise, votre but est de pouvoir progresser, faire progresser votre chiffre, votre entreprise, d'avoir des résultats. La partie
parti idéologique, etc., n'est pas souvent le leitmotiv. Ou du moins, il faut faire attention à ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter au débat, mentionner ici en grande ligne. Encore une fois, sur cette chaîne, je m'adresse aux professionnels, africains, etc., etc. Il y a comme ça dans l'air une grosse poussée vers l'entrepreneuriat qui est tout à fait louable, oui, mais juste, voilà, rebalancer ça et éviter de tomber dans le piège parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui regardent un peu ces dynamiques-là, qui se laissent prendre dans ces dynamiques-là, ce qui est très bien, mais il faut qu'ils aient quand même à l'esprit que c'est pas un tout, tout va avec. Je pense que beaucoup de jeunes gagneraient plutôt à s'aguerrir professionnellement, à apprendre, à travailler dans des entreprises pendant un certain nombre de temps. Ils pourront par la suite entreprendre s'ils le veulent ou sinon simplement rejoindre d'autres entreprises sur le continent et les entrepreneurs africains eux-mêmes seront finalement dans le besoin s'ils veulent pouvoir compétir à des niveaux internationaux avec leurs rivaux, même internationaux sur le continent africain. S'ils veulent pouvoir compétir avec eux, il faut qu'ils aient ces compétences-là à leur côté, ces talents-là à leur côté. Ça, je crois que c'est implacable, c'est inévitable. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Hein. J'espère que le sujet, la question vous intéresse. J'irai un peu plus en détail sur le contenu qui va arriver, sur des aspects plus d'éducation professionnelle, de partage d'expérience. J'essaierai d'avoir de plus en plus d'interviews avec des membres ou on va dire des expatriés africains ici en Occident qui partageront leurs expériences directes, concrètes, techniques sur le terrain avec ceux sur le continent africain et vice versa. J'aurai des personnes du continent africain qui feront la même chose. J'essaierai de mettre une dynamique là sur ces échanges-là. Je pense que c'est tout à fait important. Alors encore une fois, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de liker si vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos qui j'espère vous plairont tout aussi bien.